3 janvier 2019. C'est un grand moment pour la Chine. Après plusieurs jours de voyage vers la Lune, la sonde Chang'e 4 entame sa descente. Son objectif est d'atterrir sur la face cachée, quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire. Mais une fois que la sonde s'approchera de la face cachée, elle sera totalement hors de portée de la Terre. Alors, pour contourner cet obstacle, la Chine avait préalablement lancé une balise qui servira de satellite relais. Grâce à lui, Chang'e 4 devrait rester en contact avec ses ingénieurs. Mais même avec ça, c'est vraiment pas gagné. Chang'e 4 descend lentement, méthodiquement, et 12 minutes plus tard, la Chine marque l'histoire. La mission chinoise révolutionnaire a franchi une étape supplémentaire. Ça y est, la course est lancée pour ramener des humains sur la Lune. Et cette fois, la bataille se disputera entre la Chine et les États-Unis. Pendant presque 60 ans, personne n'y est retourné. Mais les deux puissances affirment qu'ils y enverront des astronautes d'ici 2030. La Chine accélère rapidement son programme spatial et recrute des alliés partout dans le monde, tandis que les États-Unis s'allient à l'Europe et à plein d'entreprises comme SpaceX. Mais pourquoi vouloir y retourner maintenant ? Pourquoi vouloir construire des bases lunaires ? Et surtout, qu'est-ce que le vainqueur a vraiment à y gagner ? On pense souvent que l'espace sert à aller plus loin, mais... Vous m'entendez pas bien ? La taille enfant, pas pratique. Je vous disais qu'on pense souvent que l'espace sert à aller plus loin, mais en réalité, il sert aussi à observer la Terre avec une précision folle. Ça, c'est une vue satellite d'une parcelle au Brésil qui avait été déforestée. Et là, c'est 5 ans plus tard. Il y a une sacrée différence, et ça, c'est grâce à Ecosia. Et le plus cool, c'est que vous aussi, vous pouvez participer à la reforestation dans plein d'endroits dans le monde, au quotidien, et sans rien faire de plus. Parce qu'en fait, Ecosia, c'est un moteur de recherche, comme les autres, sauf que 100% des bénéfices servent à financer des projets pour le climat, notamment la plantation et la protection d'arbres dans plus de 35 pays. Ils en ont planté plus de 240 millions à ce jour. Et donc concrètement, vous téléchargez l'application Ecosia ou vous l'installez sur votre ordinateur, ou les deux. Moi perso, j'ai fait ça. Et à chaque fois que vous ferez une recherche sur Internet, vous participerez à la plantation de nouveaux arbres. Vous avez même un compteur mondial qui indique combien d'arbres on a planté en tant que communauté. Ça change rien à vos habitudes, vous changez juste votre moteur de recherche. Et c'est pour ça que j'utilise Ecosia depuis des années et des années. Je pense que ça doit faire 7-8 ans que je l'utilise. Et en plus de ça, ils sont full transparents en publiant leurs rapports financiers chaque mois pour que vous sachiez ce qu'ils gagnent et comment ils utilisent cet argent. Et toutes les plantations sont suivies sur le long terme, notamment via images satellites. Bref, si vous voulez soutenir ça gratuitement au quotidien, installez Ecosia via le petit lien en description sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ou les deux. Encore une fois, ça fonctionne aussi. Merci à Ecosia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, retournons sur la Lune. Oh, il est coincé. Je pense que je suis décoiffé. Dites-le moi. Pour comprendre comment la Chine en est arrivée là, il faut se replonger dans l'histoire de la conquête spatiale. Il y a eu une première course dans les années 60 entre les États-Unis et l'URSS en pleine guerre froide, et l'URSS envoie le premier satellite, le premier chien, le premier homme, puis la première femme dans l'espace. Et les États-Unis, ils vivent pas très bien de pas être les premiers. Ils aiment pas trop ça. Donc, ils misent tout sur la Lune avec les missions Apollo. Il faut voir grand, mais surtout plus grand que les Russes. Et ils réussissent finalement à envoyer les premiers hommes sur la Lune en 1969. Et jusqu'en 1972, il y a 12 hommes qui ont été sur la Lune. À ce moment-là, selon les États-Unis, ils ont gagné cette course spatiale. Et après tout ça, tout le monde perd un peu l'intérêt de l'espace pendant une bonne trentaine d'années. Alors, il y a toujours des projets, notamment avec le développement des satellites ou la création de l'ISS à partir de 98, mais c'est plus vraiment une course. Sauf que tout bascule dans les années 2010 quand les États-Unis lancent le programme Artemis. L'objectif, il est de retourner sur la Lune. Mais seul, c'est assez galère. Donc ils font un partenariat avec 56 agences spatiales, dont l'ESA pour l'Union européenne. Ils veulent retourner sur la Lune pour plein de raisons et on y reviendra plus tard, mais le programme Artemis, il sort pas de nulle part. C'est notamment une réponse à un autre programme spatial, celui de la Chine. Et alors, est-ce que la Chine est vraiment capable de battre les États-Unis dans cette course ? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas gagné d'avance. Surtout que les Chinois sont partis avec beaucoup de retard.
Parce que lorsque la Chine se lance dans l'aventure spatiale dans les années 50, elle n'est qu'un pays en développement et elle fait clairement pas partie de la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis. À ce moment-là, elle mise plutôt sur un programme de recherche sur les missiles balistiques. Mais comme on dit, ils font deux pierres d'un coup. Le fait est qu'une fois que vous savez tirer des missiles intercontinentaux, c'est pas trop compliqué d'envoyer des satellites dans l'espace. Parce qu'un missile, ça ressemble beaucoup à une fusée. Et donc, leur programme spatial est officiellement approuvé en 1958. Et il faudra attendre 1970 pour voir la Chine mettre en orbite son premier satellite, Orient Rouge 1. D'ailleurs, ils ont justement utilisé un missile intercontinental qu'ils ont modifié pour qu'il puisse contenir un satellite. Et c'est un exploit parce que la Chine est maintenant la 5e nation au monde capable de lancer ses propres satellites. Après l'Union soviétique, les États-Unis, la France et le Japon. Mais pour autant, ils ont 10 longueurs de retard. Un an avant ça, les États-Unis, ils avaient réussi l'impensable. Et eux, ils envoient tout juste leur premier satellite. Et le problème, c'est qu'après ça, le retard de la Chine devient encore plus important. Parce que leur activité spatiale, elles ralentissent dans les années 70 et 80, étant donné que Deng Xiaoping, qui dirige le pays, il priorise d'autres secteurs économiques, comme l'agriculture ou l'industrie. Mais c'est aussi dû au fait que l'impulsion des grandes puissances, elle est plus trop là. Je veux dire, les États-Unis, ils étaient les premiers à avoir posé un pied sur la Lune, mais 3 ans après, le programme Apollo, il s'arrête. Pour des raisons économiques évidentes, parce que ça coûte beaucoup trop cher d'aller là-bas. Voilà. Et puis de toute façon, ils estimaient qu'ils avaient gagné la course, donc que ça ne servait à rien d'y retourner. Mais les années passent et la Chine commence à y voir une petite opportunité. Une opportunité de rattraper son retard. Alors, en 92, elle commence le programme Shenzhou. Et 11 ans plus tard, elle réussit à envoyer le colonel Yang Liwei dans l'espace. Et c'est le premier taïkonaute. C'est le nom qu'on donne aux astronautes chinois. Et en plein milieu de son voyage, Yang Liwei s'affiche avec 2 drapeaux. Dans une main, il tient celui de la République populaire de Chine et dans l'autre, celui des Nations Unies. Et en montrant ces 2 drapeaux côte à côte, à 340 km d'altitude, clairement, on est sur un bon gros coup de com' de la Chine pour dire qu'on est là et on est prêt à coopérer. Mais à ce moment-là, la conquête spatiale chinoise n'en est qu'à ses débuts. Parce que la Chine ne compte pas s'arrêter là, d'autant plus que l'ISS est déjà habité depuis plusieurs années, donc ils ont encore beaucoup de retard à rattraper. Par la suite, elle construit notamment un centre spatial sur l'île de Hainan, qui est proche de l'équateur. Elle développe aussi son propre réseau de satellites. Et puis, il y a le projet Chang'e, qui est destiné à l'exploration de la Lune. Ce projet, elle le développe seule, enfin presque seule, parce qu'après la chute de l'URSS en 91, la Chine en a un peu profité pour demander de l'aide à la Russie. Elle signe alors des accords et achète des technologies spatiales russes. Les capsules Soyouz leur permettent alors de développer leurs propres capsules. Et puis il y a même certains taïkonautes qui sont formés en Russie. En plus de ça, il y a de nombreux pays qui ont décidé de rejoindre son programme lunaire, comme le Venezuela, le Pakistan, l'Égypte, le Kazakhstan et plein d'autres. Ils ont tous un point commun, ils sont pas copains avec les États-Unis. Mais à l'origine, la Chine n'avait pas prévu de développer tout ça de son côté. Elle avait essayé de se rapprocher des autres puissances spatiales en signant notamment un accord avec l'Europe pour participer à Galileo, le système GPS européen. Mais les États-Unis, ils ont eu peur que la Chine se serve de ce système GPS pour le guidage de ses missiles. Du coup, ils ont mis une immense pression sur l'Europe pour les sortir de cet accord. En fait, la Chine, elle est mise de côté par la plupart des grandes puissances parce que les États-Unis les ont volontairement exclus. Et c'est d'ailleurs carrément inscrit dans la loi américaine. Avant 2011, la Chine espérait coûte que coûte pouvoir rejoindre la Station spatiale internationale, mais le Congrès américain vote une loi qui interdit la NASA et l'État américain de coopérer avec la Chine sur des activités spatiales, y compris l'ISS. Les Américains, ils ont peur que leur technologie soit utilisée par la Chine pour leur programme militaire. Du coup, la Chine réalise qu'elle mettra jamais les pieds à bord de l'ISS, et c'est à partir de ce moment précis que Pékin change son discours. Puisque vous voulez pas de nous, on va construire notre propre station, et en plus de ça, elle sera plus moderne que la vôtre. La Chine crée alors la station Tiangong. Elle est plus petite que l'ISS et elle ne peut accueillir que 3 personnes à la fois. Mais elle marque un tournant majeur pour la Chine puisqu'elle lui permet d'avoir des taïkonautes dans l'espace en permanence et ce depuis 2022. L'objectif, il est de tester différentes technologies spatiales, dont celles qui serviront sur la Lune. On y vient à la Lune. Il y a donc cette station qui est habitée en continu depuis 2022, mais le programme lunaire chinois, lui, il existe depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ce giga programme spatial, il s'appelle Chang'e et il a été lancé en 2004. Et il y a eu 3 premières étapes. D'abord, elle a envoyé les missions Chang'e 1 et Chang'e 2.
Ça a permis d'analyser la répartition des éléments chimiques à la surface, mais aussi d'avoir des images pour préparer les futurs atterrissages sur la Lune. Ensuite, elle a envoyé son premier rover en 2013 avec Chang'e 3. Puis, il y a eu Chang'e 4, c'est ce dont je vous ai parlé plus tôt, quand elle a fait atterrir une sonde sur la face cachée de la Lune. D'ailleurs, la sonde, elle contenait aussi une petite biosphère dans laquelle il y avait des graines et des micro-organismes pour tester leur survie face à la faible gravité et aux radiations. Et au début, il y a certaines graines qui ont germé. Le coton a produit les premières feuilles jamais cultivées sur la Lune, mais ça a été de courte durée, parce qu'en quelques jours, les variations extrêmes de température ont tout détruit. La Lune, à la base, c'est pas vraiment fait pour accueillir la vie, hein. Et après, il y a eu les missions Chang'e 5 et Chang'e 6 qui ont ramené des roches lunaires sur Terre qui provenaient de la face cachée de la Lune. Personne n'avait jamais réussi à le faire. Donc, avec toutes ces missions, la Chine est quand même bien partie. Et pendant ce temps-là, les Américains, ils ont aussi avancé. Avec Artemis, ils ont placé un vaisseau en orbite lunaire et ils l'ont ramené sur Terre. En fait, c'était pour tester les systèmes qui serviront aux futures missions habitées. Puis, il y a eu Artemis 2. La mission est très récente. Ils viennent tout juste d'envoyer des humains vers la Lune pour en faire le tour et revenir sur Terre. Mais les États-Unis ne sont pas seuls derrière ce programme. L'Europe, le Canada ou encore le Japon y participent. Alors qu'en face, la Chine avance essentiellement seule. Pour ce qui est de la suite du programme Artemis, la NASA vient tout juste de changer ses plans et prévoit maintenant de poser des astronautes sur la Lune en 2028. Donc avant la Chine. Mais rien n'affirme qu'ils arriveront à tenir ces délais. Et la prochaine étape pour la Chine, c'est d'atteindre le pôle sud de la Lune avec Chang'e 7. Ça, c'est prévu à la fin de l'année 2026. Et cette mission, elle comprendra un orbiteur, un atterrisseur, un rover et un micro-drone sauteur pour inspecter les cratères lunaires. Mais la Chine, c'est pas la seule à vouloir atteindre le pôle sud de la Lune. C'est sans doute un des endroits, si ce n'est l'endroit le plus stratégique de la Lune. Et ça, pour une raison. Water. That's a lot of water. Il y a de l'eau là-haut, sous forme de glace, au niveau des cratères qui sont dans l'obscurité permanente. Le problème, c'est que l'obscurité permanente veut aussi dire qu'il y fait extrêmement froid, du genre moins 230 degrés. Cette eau, elle pourrait être transformée en eau potable ou encore en oxygène pour les astronautes sur la Lune, mais ça pourrait aussi servir à produire du carburant pour fusée. D'où le fait que tout le monde s'excite pour y arriver en premier. À moi? Parce que ça sera le premier arrivé, le premier servi. I don't want China to get to the South Pole first and then say this is ours. Stay out. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il existe des règles pour encadrer l'exploration spatiale, notamment grâce au traité de l'espace de 1967, qui dit que l'espace appartient à personne. Ni la Lune, ni les planètes, ni les astéroïdes. En théorie, tout ça, ça appartient à l'humanité entière. Sauf qu'il y a quand même une petite zone de flou. Si on peut pas posséder une parcelle de la Lune, est-ce qu'on a le droit de posséder les ressources qu'on en extrait? Et ce flou, c'est une bonne excuse pour commencer à récupérer ces ressources le plus vite possible. Et autant vous dire qu'en l'absence d'un shérif de l'espace, pour réguler un peu tout ça, les agences spatiales, elles craignent une course sauvage où les sites les plus riches en ressources seraient accaparés par les premières puissances capables de s'y poser. Et la Chine compte bien y arriver à la première. Pour ça, elle compte beaucoup sur sa prochaine grosse mission pour tester les technologies nécessaires à la colonisation de la Lune. Chang'e 8. En fait, toutes les missions lunaires, que ce soit Artemis ou Chang'e, elles visent à cet objectif, s'installer sur la Lune de manière durable. En 2021, la Chine et la Russie annoncent leur partenariat pour la création d'une station internationale de recherche sur la Lune. Alors, ils sont pas les premiers à avoir parlé d'une base lunaire, parce que déjà en 1986, la NASA parlait d'y construire une base. Et plus tard, en 2003, le président George W. Bush annonçait le programme Constellation pour retourner sur la Lune. Mais ça avait été annulé pour des raisons budgétaires. Et c'est qu'en 2017 que les États-Unis relancent cette idée avec le programme Artemis. Mais pour le coup, au début, la base lunaire, c'est pas la priorité des États-Unis. Parce qu'elle voulait faire une station spatiale, comme l'ISS, mais autour de la Lune. Ça aurait permis d'étudier l'espace lointain, parce que là-bas, il n'y a aucune pollution lumineuse, et en plus, on aurait pu étudier les effets des radiations solaires et cosmiques sur le corps humain pour préparer les missions lointaines. Ce qui d'ailleurs est plus difficile à faire dans l'ISS, parce que la station, elle est encore dans le champ magnétique de la Terre, donc elle est un minimum protégée. Mais elle servirait aussi de poste de contrôle, depuis lequel les astronautes pourraient piloter des robots qui travailleraient sur la surface lunaire. Et pour finir, elle ferait aussi office de station-service avant d'aller sur la Lune. Sauf que tout ça vient d'être annulé au profit d'une vraie base lunaire. Comme la Chine, qui a vraiment envie de s'y installer, et pour ça, elle a mis en place un programme en 3 phases.
La première phase, on est en plein dedans. C'est celle de l'exploration et des tests. L'objectif, là, il est de valider les technologies nécessaires pour se poser sur la Lune et d'identifier précisément les ressources qui sont disponibles sur place. Et c'est aussi dans cette phase que la Chine veut envoyer des taïkonautes sur la Lune pour la première fois. Elle espère y arriver en 2029 pour fêter les 80 ans de la République populaire de Chine. Et c'est là que vient la deuxième phase, celle de la construction de la base lunaire. Elle devrait commencer en 2030. Mais on va pas se le cacher, 2030, c'est très optimiste. Et puis au-delà de ça, construire une base lunaire, c'est une vraie galère. La Lune, ça reste quand même un environnement ultra hardcore. Il y a des écarts de température de folie allant de 120 degrés quand le soleil brille à moins 240 degrés quand il fait nuit. Ensuite, comme la Lune tourne beaucoup plus lentement que la Terre, il y a 14 jours de soleil d'affilée, puis 14 jours de nuit noire d'affilée. Et il y a aussi des dangers un peu plus exotiques, comme les radiations cosmiques, auxquelles on est exposé dès qu'on sort du champ magnétique de la Terre, et ce sont des rayons mortels. Donc la base lunaire, elle doit en être impérativement protégée. Mais il y a aussi les météorites, parce que tous les cratères qu'on voit sur la Lune, ils sont pas arrivés là par hasard. Mais c'est pas fini, parce qu'en plus, le sol lunaire, ce qu'on appelle le régolithe, c'est fin comme de la farine, tranchant comme du verre, et extrêmement abrasif. Bref, tout ça pour dire que la Lune, c'est sans doute l'environnement le plus dangereux où l'humain ait jamais envisagé de vivre. Et pour construire cette base, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. Pas que par la Chine, parce qu'il y a d'autres pays et d'autres entreprises qui font régulièrement des tests. Avec notamment des stations dépliables ou gonflables. Et justement, ça serait assez pratique parce que ça pèse pas trop lourd, donc c'est plus simple d'amener ça là-bas. Mais il y a aussi l'impression 3D qui est vachement mise en avant. Que ce soit pour construire la base de A à Z ou même pour fabriquer des outils dont les spationautes auraient besoin sur place. Pour ça, on utiliserait le régolithe comme matériau de base. Faut dire que c'est plus pratique d'utiliser les ressources sur place que de faire des allers-retours au Leroy Merlin le plus proche. Et c'est exactement ce que la Chine veut tester avec la mission Chang'e 8. L'idée, c'est d'envoyer des robots pour fabriquer des premières briques en régolithe et vérifier si c'est vraiment possible. Et puis, au-delà de la construction, il y a aussi la problématique de l'énergie. Le truc, c'est que des panneaux photovoltaïques, ça fonctionne, mais déjà, ça ne produit pas des quantités immenses d'énergie. Et puis, comme on l'a dit, les nuits lunaires, elles durent 14 jours. Donc, les panneaux solaires, c'est pas la solution magique. Et c'est ici que la Russie intervient parce qu'elle s'est engagée à construire un réacteur nucléaire automatisé d'ici 2036 pour alimenter la station. Pour les communications, tout est déjà prêt. La Chine a lancé en 2024 un satellite dont le but est d'assurer la liaison permanente entre la Terre et les zones d'ombre du pôle sud. Bref, il y a quand même beaucoup de choses à prévoir avant de pouvoir s'y installer, clairement. Et après la phase de construction, on passera à la troisième et dernière phase. Celle de la recherche scientifique. La Chine prévoit d'y être en 2035. Même si 2035, ça serait quand même surprenant qu'ils aient déjà une base lunaire opérationnelle en si peu de temps. Mais bon, pourquoi pas? Et d'ici 2050, la Chine elle veut aller encore plus loin avec un véritable réseau de stations lunaires, avec une base principale au pôle sud qui travaillerait avec une station en orbite autour de la Lune et avec d'autres lieux d'exploration qui seraient situés sur l'équateur et sur la face cachée de la Lune. Autant vous dire qu'on n'y est pas encore, là on est en plein film de science-fiction, mais ce qui est sûr, c'est que la Chine prévoit d'envoyer ses premiers taïkonautes d'ici 2029. Et cette date a jamais vraiment changé. Ce qui est vraiment différent pour le programme Artemis, qui dit 2026-2027 et qui prévoit maintenant un alunissage habité en 2028. Alors que moi, ma prochaine vidéo, elle sort largement avant 2028 ou 2029. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour pas la louper. Ça serait quand même bête. Et en attendant 2029, les scientifiques chinois, ils continuent de faire des tests, que ce soit sur Terre ou à bord de la station Tiangong, que ce soit sur les briques de régolithe ou sur la culture de plantes en microgravité par exemple. Et pour ce qui est de la fusée, ça sera leur modèle Long March 10 qui sera utilisé. Pour l'instant, elle est encore en cours de développement. Et en parallèle, ils développent aussi la capsule pour l'équipage qui fera le trajet entre la Terre et la Lune, et aussi le module qui se posera sur la Lune. Faut quand même préciser que la Chine réinvente pas tout, clairement. Elle construit tout en s'appuyant sur des technologies qui ont déjà fonctionné sur la Lune avec le programme Apollo. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde veut la Lune. Banana. Je le fais très mal. L'imitation s'arrête là. Bon, mais du coup, qui est-ce qui va gagner cette course?
Il y a évidemment clairement deux teams, les États-Unis contre la Chine. Rien que sur la question de l'ISS, la NASA a peut-être quelques regrets aujourd'hui. L'ISS arrive en fin de vie, mais elle n'a pas de remplaçant prévu pour l'instant. Les États-Unis ont donc décidé de la prolonger jusqu'en 2032, notamment pour laisser le temps aux entreprises privées du New Space de développer leur propre station. Surtout que si l'ISS disparaissait trop tôt, la Chine pourrait devenir le seul pays au monde à disposer d'une station spatiale en orbite. Sauf qu'elle n'a pas prévu d'y accueillir les États-Unis. Et c'est intéressant parce que cette course, elle est vraiment différente de celle des années 60. À l'époque, c'était un affrontement idéologique, le communisme soviétique contre le libéralisme américain. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un choc de méthode. La culture spatiale américaine face à la planification d'État chinoise. Parce que leurs modèles, ils sont très différents. Du côté américain, il y a la NASA qui travaille pas seule. Le programme Artemis, il repose énormément sur des acteurs privés comme SpaceX. Et donc le modèle américain, c'est un modèle qui est peut-être très rapide, mais qui est aussi assez fragile. Parce qu'il dépend de décisions politiques, de budgets votés chaque année et des entreprises privées. Ce qui fait que ça complique beaucoup le programme par moment. Pour la mission Artemis 2 par exemple, la date de départ a été bougée à plusieurs reprises pour des raisons techniques. Et entendons-nous, c'est très bien qu'ils aient repoussé la date du lancement pour pouvoir faire partir les astronautes en toute sécurité. C'est juste que c'est une des conséquences de la complexité du programme qui repose sur plein d'acteurs différents. Tout s'est bien passé pour le coup. Ils sont revenus sur Terre 10 jours plus tard, ce qui est une très belle victoire pour la NASA. Aucun humain n'était parti en direction de la Lune depuis les missions Apollo. C'est un vrai exploit. Mais en face, la Chine, elle fonctionne comme un seul bloc. Quand il y a un problème, l'État peut mobiliser immédiatement les ressources nécessaires. Les objectifs, ils sont fixés sur le long terme et ils les ont rarement décalés. Alors ça veut pas dire que tout est parfait, ni qu'il n'y a jamais eu d'échec, mais ça donne l'impression quand même d'une progression qui est très régulière. Et ça commence sérieusement à inquiéter les Américains. Pourtant, quand on regarde les budgets, il y a une sacrée différence. Les Américains, ils dépensent environ 60 à 70 milliards par an pour toutes leurs activités spatiales. Alors dans le lot, il y a beaucoup de militaires, mais ça représente toutes les activités spatiales. Et même s'il y a actuellement des coupes budgétaires à cause de l'administration Trump, on reste sur des budgets qui sont énormissimes. Mais en face, la Chine, elle a un budget total d'environ 26 milliards de dollars. Donc il y a une vraie différence, quoi. Et c'est pour ça que les États-Unis, ils le vivent encore plus mal, parce que ça leur fait mal à leur petit ego. Et justement, en parlant d'ego, on va pas se mentir, cette nouvelle course à la Lune, c'est beaucoup un concours de bits. Évidemment, il y a beaucoup de ça. Mais il y a quand même d'autres raisons. Déjà, il y a l'exploitation des ressources sur la Lune. Je vous ai déjà parlé de l'eau, mais on suppose aussi qu'il y aurait des terres rares. Mais c'est encore qu'une hypothèse et on n'en sera sûr que quand on y retournera. Certains parlent aussi de l'hélium-3. Là, pour le coup, on est sûr qu'il y en a en petite quantité sur la surface lunaire. L'hélium-3, c'est une ressource qui est très rare et qui vaut jusqu'à 20 millions de dollars le kilo et qui, notamment, est utilisé dans les circuits de refroidissement des ordinateurs quantiques. Mais il pourrait aussi permettre une fusion nucléaire plus propre. Bon, le truc, c'est que la concentration d'hélium-3 est si faible sur la Lune qu'il faudrait traiter environ 50 000 tonnes de régolithe pour obtenir 1 kg d'hélium-3. Et pour ce qui est de la fusion nucléaire, on est encore loin, même très loin de la maîtriser. Mais il y a quand même des boîtes comme Interlune aux États-Unis qui commencent à concevoir des moissonneuses à hélium-3. Surprenant, je sais, surtout quand ça reste encore une promesse très lointaine. Et du côté de la Chine, elle a clairement affiché sa volonté d'industrialiser la Lune pour y extraire notamment de l'hélium-3. Mais au-delà de l'ego et de l'exploitation des ressources, la Lune a aussi une grande importance scientifique. Aller là-bas, ça nous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur notre système solaire. La Lune, c'est une sorte d'archive naturelle, parce qu'à chaque recoin, on trouve des traces vieilles de plusieurs milliards d'années. En fait, elle est restée assez intacte depuis tout ce temps, et elle pourrait nous aider à reconstituer l'histoire primitive du système solaire. Le bombardement initial qui a façonné les planètes, peut-être même à mieux comprendre comment l'eau et les molécules organiques sont arrivées sur Terre. Et c'est toujours pas fini, car l'homme veut aller encore plus loin. Autant vous le dire tout de suite, c'est pas demain qu'on ira sur Mars. Déjà, la Lune, c'est une galère absolue, alors qu'elle n'est qu'à 384 000 km. Mais Mars est à 55 millions de kilomètres, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Pour vous dire, même les grands milliardaires américains comme Elon Musk, ils se rendent à l'évidence et ils mettent un peu de côté Mars. Alors, ils n'ont pas abandonné l'idée, loin de là, mais ils voient bien que la Lune est une étape indispensable. Le fait est que c'est une volonté des grandes puissances spatiales d'aller sur Mars.
Alors, avant de tenter le grand saut vers la planète rouge, ils veulent apprendre à vivre en autonomie sur la Lune pour préparer ses futures missions. De son côté, la Chine a elle aussi déjà envoyé un rover sur Mars et elle prévoit même d'aller récupérer des échantillons martiens en 2028. S'ils y arrivent, ça serait une sacrée défaite pour l'Europe et les États-Unis. Parce que grâce au rover Perseverance, on a déjà réussi à collecter des échantillons martiens. Mais le truc, c'est qu'ils sont encore bloqués sur Mars. Parce que le plus compliqué, c'est pas de les collecter, c'est de les ramener sur Terre. Et le programme est devenu tellement coûteux qu'il a été repoussé de plusieurs années. Donc la Chine pourrait bien être la première à y arriver. Et c'est pas fini parce que la Chine prévoit d'aller encore plus loin. Elle a un plan assez impressionnant pour découvrir le système solaire et même aller au-delà. Elle prépare toute une série de missions pour explorer le système solaire avec des astéroïdes ou des comètes, et puis par la suite des destinations beaucoup plus lointaines comme Jupiter, Uranus et Neptune. Et ça montre bien que le pays veut devenir une puissance majeure dans l'exploration spatiale. Donc si la Lune est aussi centrale dans tous ses plans, c'est pas un hasard. Et elle est vue comme une étape indispensable pour apprendre à vivre et à voyager loin de la Terre. Sachant qu'on n'en a pas reparlé, mais les réserves d'eau au pôle Sud, elles sont justement au centre de tous ces projets, parce que cette eau, elle servirait à fabriquer du carburant de fusée. L'idée, ça serait de plus tout emporter depuis la Terre et de faire de la Lune une sorte de station-service spatiale pour partir ensuite vers Mars ou des missions encore plus lointaines. La Lune est redevenue un symbole, celui d'une nouvelle bataille entre grandes puissances spatiales et d'une course qui ne fait que commencer. Parce que le premier pays à remettre les pieds sur la Lune n'aura pas gagné cette course. Le vrai vainqueur, ça sera sans doute celui qui réussira à installer une base durable et qui commencera à exploiter les ressources du sol lunaire. Évidemment, tout ça fait débat. Certains y voient un immense progrès technologique, mais d'autres des dépenses absurdes et des coûts environnementaux beaucoup trop élevés. Et aujourd'hui, si la question est de savoir qui est en train de prendre l'avantage dans cette nouvelle course à la Lune, la Chine est pour l'instant très bien partie. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? We choose to go to the moon. Concrètement, à quoi ça sert d'envoyer des astronautes dans l'espace ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Ça vous prend une seconde. Et puis comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi booster la vidéo maintenant. Et puis le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Ça me soutient énormément. Merci aussi à Ecosia d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker les petits liens en description pour télécharger l'application et pour l'installer aussi sur votre ordinateur. Ça vous coûtera véritablement 2 secondes et vous permettrez de soutenir au quotidien un projet qui est vraiment super cool. Encore une fois, moi ça fait 7 ou 8 ans minimum que j'utilise Ecosia au quotidien. Enfin je veux dire, ça ne changera rien à vos habitudes. Donc les petits liens sont juste en dessous en description. Franchement, allez tester ça. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah non, c'est toujours une galère. Allez, je vous laisse. On se voit pour une prochaine vidéo. Le décollage va bientôt commencer. Là, si tu me fais décoller au montage, ça peut être marrant.